Bonsoir à tous et bienvenue ce soir à 20h Foot avec une musique que vous connaissez bien évidemment depuis tant d'années, c'est la musique Jump. Je pense qu'on va l'entendre demain dans toutes les radios, dans toutes les télévisions parce que, disons-le, on n'a pas toujours beaucoup d'imagination. Donc on va écouter Jump, la musique de Van Halen, pour saluer l'arrivée de l'Olympique de Marseille. Magali Munoz est avec nous. Bonjour. Je rappelle que vous venez régulièrement nous voir, vous êtes présidente du CA Paris, qui est un club du 14e arrondissement. Exactement. Donc vous êtes une des rares femmes présidente joueuse. Parfois c'est entraîneur joueuse, entraîneuse joueuse, ouais, et là c'est présidente joueuse. Et je joue. Donc ça c'est facile, quand on est président, hop, on impose sa place, c'est plus pratique. Bon, on l'impose pas vraiment, mais bon, et puis non, j'ai pas vraiment de facilité à travers cette fonction, je vous assure. Félix Roy est avec nous, bien évidemment. Dominique Courdier, vous pourriez nous parler du Saint-Étienne qui va être vendu aux Américains, c'est bien ça ? Un fonds américain. C'est fou. Voilà, un fonds qui est déjà, qui a quelque part de l'AS Roma en Italie, qui a des parts également de Bournemouth en Première Ligue, qui possède un club irlandais. C'est une révolution quand même en France. Ouais. Monaco, russe. Nice, chinois. Marseille, américain. Paris, qatari. Je dois en oublier. Luxembourg, Lille, Francfort. Bon, non, mais c'est une révolution absolument incroyable. Oui, bien sûr. C'est une vraie révolution qui se passe aujourd'hui. On parle de Bordeaux qui serait peut-être vendu également à des Américains, donc il n'y a plus de propriétaire à l'ancienne qui tient son club. Mais aussi il en reste quelques-uns. Philippe Doucet, qu'on salue, bonsoir. Et Juan Rosé Dorado qui s'est Buenas tardes. Vous êtes coupé les cheveux. Et puis on a aussi des investisseurs étrangers en Espagne. Oui, mais c'est une vraie révolution, Philippe, c'est vrai. Oui, c'est une vraie révolution. C'est le football de papa qui disparaît peu à peu. Et aussi pour une bonne raison, c'est qu'aucune entreprise française importante ne veut investir dans un club de football. Oui, aucune entreprise du CAC 40. Oui, elles investissent quoi? Elles soutiennent l'équipe de France, elles sont sponsors de la Ligue, de la Coupe de France, elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas s'impliquer dans un club. Mais je les comprends. Tu vas te faire insulter. L'image. Tu vas te faire insulter par les supporters qui ne seront pas contents parce que tu ne mets pas assez d'argent. Tu vas te faire insulter par la presse, pourquoi pas. C'est bien le problème d'ailleurs en France, c'est que les grands capitaines d'industrie, toutes les grandes entreprises du CAC 40, elles regardent le football de loin. Certains sont venus. Entre l'image. Ouais. Ben oui, mais souvenez-vous, l'expérience de Jean-Luc Lagardère. C'est-à-dire que entre l'image, entre la violence, pourquoi pas, entre l'image des footballeurs et de ça, c'est compliqué d'être... La peur d'être mêlé à un scandale. L'opacité du football et la difficulté, évidemment, de gagner de l'argent. On ne gagne pas d'argent. La célèbre boutade, c'est comment finir millionnaire en étant dans le foot. Il suffit de commencer milliardaire. C'est pas faux. Non, mais les grandes Chaplin entreprises pourraient venir parfois parce qu'elles pourraient chercher une pub, etc. Mais même l'image du football est abîmée. Bref, c'est pas le débat du jour. Que vous voulez nous dire, Félix? Non, je disais exactement ce que disait Dominique. Donc on ne gagne pas d'argent dans le foot. Non, on n'en gagne pas. Mais il y a le contre-exemple Rennes. Sauf les joueurs. Et pourtant, Les seuls qui viennent, c'est les joueurs. et pourtant, ce sont les Américains qui viennent. Oui, alors Ils ça, ne viennent pas pour perdre de l'argent. Et les agents. Bon. Non, mais les seuls qui gagnent de l'argent dans le football, c'est les joueurs. Et leurs agents. Et leurs agents, bien évidemment. Marseille J-1. Marseille J-1. Marseille J-1. Ils sont arrivés, les joueurs de Rudy Garcia, au Parc OL. Ils se sont même entraînés sur la pelouse du Parc OL. Vous le voyez, Costas, Mitroglou et Rolando. Alors justement, Mitroglou et Rolando, c'est deux des incertitudes. Alors tout le groupe marseillais est au complet. Et comme pendant toute la seconde partie de la saison, finalement, Rudy Garcia va devoir être attentif à la condition physique de ces hommes. La grande question, c'est défense à 4 ou défense à 5 pour défendre sur Diego Costa et Griezmann. En tout cas, vous avez vu Mitroglou et Rolando. On a vu Mandanda également, a priori. Mandanda joue pas. Si, bien sûr. Mandanda va jouer demain. Oui, bien sûr, il est suspendu qu'en championnat. Bien sûr. Non, mais donc voilà. C'était Pelé qui avait joué les demi-finales. Les interrogations, c'est sur le tendon d'Achille de Rolando et sur l'épaule de Bounassar, parce que finalement, si ces deux joueurs-là sont aptes ou pas, ça pourrait modifier radicalement le schéma tactique derrière, en tout cas, de Rudy Garcia pour cette 47e finale de l'Europa League. Journée spéciale, hein. Ouais. Demain sur CNews, avec la matinale bien sûr, mais demain soir avec la mi-temps, avec l'après-match, avec Isabelle Moreau, effectivement, tous les moyens de CNews et de Canal pour suivre cette rencontre. Écoutons quelques joueurs marseillais à 24 heures de la 5e finale européenne, c'est bien cela? De l'OM, oui. Ah, oui, c'est un record en France. On parle de l'OM. Cette année, on fête les 25 ans de la victoire du seul club français qui a gagné la Champions League. Donc on a un exemple formidable pour être à jamais les premiers, les vainqueurs de l'Europa League. On a la chance de pouvoir continuer l'histoire d'amour qui a commencé il y a très longtemps avec la Coupe d'Europe.
aujourd'hui on peut entrer dans l'histoire et laisser une trace encore plus importante dans ce club. C'est ma 10e saison et c'est ma première finale de Coupe d'Europe, donc c'est quelque chose d'énorme, quelque chose de fort. Maintenant, ce serait bien, ce serait de la gagner. Alors voyons la composition imaginée demain soir et on va pouvoir la commenter, cette composition. Selon toute probabilité, puisque voilà, il y a ce débat entre défense à 4 ou défense à 5, c'est pour l'instant, vous le voyez, la défense à 4 qui tient la corde. Donc Luis Gustavo repositionné, je sais pas, pour la 5e fois, peut-être la 6e de la saison, au poste d'arrière central, axe gauche, Rami, axe droit, Amavi, Hiroki, Sakai, sauf si Bounassar, si l'épaule de Bounassar tient le choc, ce qui n'est pas parti pour être comme ça. Anguissa, Sanson, un milieu à 2, Dimitri Payet en position numéro 10, Lucas Ocampos, Florian Thauvin et Valère Germain devant, puisque Mitroglou devrait être trop juste pour démarrer titulaire en tout cas. Premier commentaire avec Magali Munoz de cette équipe. Est-ce qu'elle vous paraît capable de combattre l'Atlético? On dit l'Atlético de Madrid. Hein, Atlético de Madrid. Et le Real Madrid. Real Madrid, il n'y a pas le DE. Voilà. Le D. C'est important de le dire. De le préciser. Alors, si elle continue sur sa lancée, parce que moi j'ai vu le match contre Guingamp et j'ai été vraiment impressionnée de la combativité et de l'abnégation de Marseille. Donc franchement, je pense que c'est vraiment de bon augure. Ils nous ont montré qu'ils avaient vraiment de la ressource et je pense que ça va se jouer un peu. Bon, voilà, on sait très bien qu'une finale, elle se joue pas, elle se gagne et ça va se jouer au mental. Et enfin voilà, et nous, ça nous permet aussi dans des clubs, on est content de voir des finales comme ça de cet ordre parce que voilà, il y a une soirée, par exemple, demain, c'est à Paris, il y a une soirée organisée, tous les joueurs, joueuses vont être ensemble. Mercredi, traditionnellement, c'est le jour de l'entraînement, mais on l'a décalé, on l'a un peu avancé pour pouvoir terminer à 20h45 et se retrouver tous ensemble, même tout le monde est invité, au Clubhouse pour regarder le match en toute convivialité avec ce qu'il faut pour voir un bon match. Hein. Et puis une finale de Coupe d'Europe ou une finale de Coupe du Monde, ça peut amener des licenciés en plus, un peu partout. Bien évidemment. En France, avec des jeunes qui ont en plus envie de jouer au foot. Non, mais ce que dit Magali, ce qui est sympa, c'est de partager. C'est toujours pareil. Et avec les grands écrans, ça a changé le mode de regarder la télévision. Parce que dans le temps, nous, on regardait dans des petits écrans. Mais on était nombreux aussi. Je suis d'accord avec vous, mais c'est presque plus sympa aujourd'hui de regarder les matchs dans des grands écrans, dans des bars, en prenant un petit verre, etc. Parce que c'est tellement lourd parfois d'aller au stade, la sécurité, on fouille ton sac, tu mets 2 heures, tu attends, etc. Vous découragez pas les spectateurs. Non mais ça peut être très agréable parfois de regarder dans les bars. Moi je trouve qu'il y a une atmosphère très sympa. Je ne sais pas, Dominique Courdier, comment vous regardez un match de football le soir? Ah si. Oui. Bon. Attends, il y a une préférence. Seul, je n'aime pas les jambes. Vraiment, c'est très agréable. Seul. Bon, Philippe Carayon, c'est un événement à Madrid ou pas? Mais bien sûr que c'est un événement. Vraiment? Pour l'Atlético, c'est quand même sa 9e finale. Mais par exemple, le match de demain soir, il est retransmis sur une chaîne nationale gratuite? Non, il sera retransmis sur une chaîne payante. Ah oui, ouais. La finale. Même la finale. Et par exemple, les Espagnols vont regarder ça un peu, beaucoup à la folie? Non, ils vont quand même regarder assez. Donc ce match, puisque c'est un match dont on parle depuis à peu près 10 jours vraiment. Je suis d'accord avec vous, mais quand tu es madrilène, tu as quand même 2 équipes en finale de Coupe d'Europe, c'est formidable, tu as le choix. Il y a un problème. Tu as la Ligue Europa et tu as la Ligue des Champions. On a 2 finales avec 2 équipes de Madrid en 10 jours. Donc, mais cela dit, c'est un match très important parce que l'Atlético de Madrid est quand même un club très apprécié en Espagne. Quel est le club préféré des Espagnols? Alors là, c'est très compliqué à dire, puisque vous savez qu'il y a cette différence énorme entre les Barcelonais du Barça et les Madrilènes du Real. Mais il y a un club qui fait quand même l'unanimité autour de lui, au moins 2, c'est Séville et l'Atlético de Madrid. Bon, Philippe Carayon, lui, fait l'unanimité auprès de nous et il est en direct de Lyon et on le salue. Bonsoir Philippe, on vous avait suivi à Marseille l'autre jour. Là, manifestement, vous êtes au parc OL et vous avez assisté à la dernière conférence de presse de Marseille. Et peut-être avez-vous vu, entendu des éléments à nous rapporter. Eh bien écoutez, ils étaient 3. Le coach Rudy Garcia, accompagné de son capitaine et de son vice-capitaine, c'est-à-dire Steve Mandanda et Dimitri Payet. Et très franchement, sans se cacher, les Marseillais nous ont fait partager leur décontraction, leur dédramatisation devant l'enjeu de cette rencontre. Pourquoi? Parce qu'ils assument totalement le côté
outsider de cette finale. Rudy Garcia et ses joueurs l'ont dit, l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui a une expérience infiniment supérieure à nous. C'est la 5e finale européenne en 8 ans de l'Atlético Madrid. Et il y a 2 ans, il y a 3-4 ans, l'Atlético disputait 2 finales de Ligue des Champions. On a rappelé également que l'Atlético, c'est un statut supérieur à l'OM parce que d'un côté, les Espagnols arrivent en Ligue Europa en provenance de la Ligue des Champions, là où dans cette Ligue Europa, pour y être et jusqu'en finale, les Marseillais ont dû passer par 2 tours de barrage. Et puis, là où les Marseillais étaient cool et décontractés, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Pascal, je sais que vous venez de l'évoquer, je pense, mais enfin, ça a été confirmé. On a vu tous les joueurs douteux lors de l'entraînement, un entraînement très léger, une demi-heure. Mais les Payet, les Mitroglou, les Sakai, les Bounassar, qui étaient incertains, sont là et bien là. Même Mitroglou, apparemment, tout le monde est apte. Alors, peut-être pas à 100%, je pense à Payet ou à Rolando, mais vraiment, l'OM arrive au complet, ce qui n'est pas le plus mince des exploits à la veille d'une finale de Coupe d'Europe, quand on sait que Marseille bat tous les finales, tous les records de matchs. Ce sera le 61e match de Marseille demain pour une finale, record d'Europe. Vous restez évidemment avec nous, Philippe. On revoit la composition de l'équipe. Philippe Doucet, le spécialiste que vous êtes, est-ce qu'elle vous paraît la meilleure possible ? En tout cas, c'est sans doute la plus attendue compte tenu des éventuelles blessures. Je pense que Bounassar a quand même une carte à jouer. Je pense qu'il est apte à jouer. Même si son épaule lui fait des caprices et qu'il se fera opérer dès la fin de la saison. Je pense que Bounassar peut jouer. Alors, est-ce que c'est à la place de Sakai ou est-ce qu'on va avoir la fameuse défense à 5 ? C'est pas impossible, compte tenu de la présence de Diego Costa et de Griezmann dans l'axe. C'est pas impossible que Rudy Garcia opte pour cela. Et à ce moment-là, Bounassar jouerait à droite en plus de Sakai. Alors, 2 marquages. Sakai serait défenseur central à ce moment-là. Voilà. Dominique Courdier, même question. Est-ce que c'est la meilleure équipe possible, selon vous, de l'Olympique de Marseille ? Par exemple, Mitroglou ne joue pas. Bien. Oui, alors il y aura là pour l'instant, mais Valère Germain en pointe. La difficulté, effectivement, ça va être en attaque. Il va falloir essayer de marquer un but. Marquer un but à la meilleure défense d'Espagne. Je regarde, les statistiques sont ahurissantes. L'Atlético on est à 20 buts en championnat d'Espagne en 37 matchs. C'est une habitude. Ouais. C'est-à-dire bien mieux que le Barça, bien mieux que le Real Madrid. Et il va falloir donc essayer de marquer un but à ce qui est un véritable coffre-fort, quoi. Quels sont les joueurs les plus connus de Marseille en Espagne et est-ce que cette équipe de l'OM fait peur ? Donc, bien évidemment, il y a Dimitri Payet, parce que c'est un joueur qui a été suivi du côté espagnol. Il y a Mandanda, le gardien, qui a fait des superbes saisons du côté français et donc qui a été suivi aussi par les équipes espagnoles. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que Marseille a quand même une tradition entre guillemets espagnole, puisque des entraîneurs espagnols sont passés par Marseille. Je pense à Javier Clemente ou encore à Michel récemment, même s'il n'a pas marché. Aucun des deux n'a laissé oui, mais il y a eu des joueurs, il y a eu aussi des joueurs espagnols. Hein. Certainement Azpilicueta, peut-être celui qui a laissé le meilleur souvenir. Donc, moi je me souviens de Raphaël Vasquez, qui était un excellent joueur. Et Martin Vasquez, il y a eu Alfonso, donc il y a eu Manquillo qui était en 2006 aussi. Donc il y a eu quand même pas mal de joueurs espagnols qui sont passés. Donc Marseille est une équipe qui est assez suivie du côté espagnol. Bon, la ville en tout cas se prépare. Je parle de la ville de Marseille. Écoutons ses supporters. Nous avons décidé, si l'OM était en finale, de mettre en avant le courage et la grinta de notre équipe. Donc on a décoré tous nos salons, toutes nos vitrines ont été taguées. Et j'espère que ça va leur porter bonheur. Cette bâche exprime aussi que l'église est au centre de toute joie de cette ville de Marseille, comme le foot, c'est une place importante. Et donc nous y prenons part aussi. Voilà. Moi je le dis, il y a longtemps que j'avais pas vibré encore une fois pour l'OM comme je vibre en ce moment. Pourtant j'en ai connu moi. J'ai connu les périodes de 70, quand on rencontrait le grand Ajax. Et j'ai promis à ma femme qu'on allait prendre de moi, après j'allais faire tous les bars que je recensais. Surtout si l'OM gagne. Ça me fout. René Malville. D'ailleurs, René Malville ne sera pas au match. Demain soir, il a dit j'en ai trop vu, donc je reste à Marseille. Je suis avec les amis, précisément devant doit être la première finale qui rate. Devant le bar ou devant la télévision, sans doute. Oui. Sans doute. Oui. Un mot sur Griezmann, parce que c'est l'enfant de Mâcon. Griezmann, à quelques kilomètres de Lyon. Et Griezmann, vous le savez, porte les couleurs de l'Atlético. Et demain soir, Philippe Carayon, il sera sur le terrain de Gerland. Quoi, de Gerland, non, au Parc OL.
Ouais, et même du groupe Ama Stadium, Pascal, mais vous faites bien de parler d'Antoine Griezmann parce que ce sera évidemment une soirée vraiment très particulière pour lui. Il y a eu un moment très drôle lors de la conférence de presse espagnole, question posée par un journaliste français à Diego Simeone, le coach, en lui disant: coach, mais vous savez que Griezmann, c'est un grand supporter de l'Olympique de Marseille depuis tout gamin, il a l'OM dans le cœur, vous craignez pas qu'il soit un peu débordé par les émotions, le public et l'adversaire? Et le coach lui a fait répéter 2 fois la question et il a répondu en un mot, il lui a répondu no. Ce sera quand même tout à fait particulier parce qu'il est supporter de Marseille. Vous l'avez dit, c'est un natif de Mâcon, à 40 km d'ici. Il a effectué, on le sait, des tests à l'Olympique Lyonnais, pas retenus, raison pour laquelle à 14 ans, il s'engage avec un club espagnol, la Real Sociedad. Et ce sera également très spécial pour lui, dans la mesure où il ne faut pas oublier ses 2 dernières finales en club. Ligue des Champions avec l'Atlético Madrid, il la perd en 2016. Il rate un penalty en début de deuxième période. La même année, quelques semaines plus tard, avec l'équipe de France, il perd la finale de l'Euro 2016, tout en étant évidemment désigné meilleur joueur buteur. Ça fait quand même beaucoup d'ingrédients à suivre, particulièrement pour Griezmann. Merci Philippe Carayon. Et à Lyon, l'Atlético Madrid avait perdu une finale également. C'est assez rigolo, en 1986. Donc il y a peut-être quelque chose contre le Dynamo de Kiev, le grand Dynamo de Kiev. Vous vous souvenez de cette finale? C'est une des plus belles finales de Coupe d'Europe avec... c'est Blokin qui entraînait, hein? Non, il jouait encore? Non, c'était Lobanovski. Oui, Et Blokin jouait, bien sûr. Il jouait. C'était à Gerland. Exactement. 86, non, mais non, il jouait pas. plus. Non, c'est Zavarov. Il jouait plus, Blokin. C'est Zavarov et compagnie. Voilà, Belanov, Zavarov, bien sûr. Blokin, il jouait 10 ans avant, Blokin. Mais Lobanovski est encore là. L'Olympique de Marseille, ombre et lumière. Entraîneur. L'Olympique de Marseille, ombre et lumière. Absolument, c'est la 5e finale européenne pour l'Olympique de Marseille, vous l'avez dit tout à l'heure, 5 finales européennes, évidemment, c'est le record absolu en France. De toute façon, on a vite fait le tour pour les finales du côté de la France. On en a 2 pour Reims, 2 pour Paris, 2 pour Monaco, 1 pour Saint-Etienne, 1 pour Bordeaux. Alors évidemment, vous avez... Et Bastia, j'oublie. Oh là là, malheureux. Et ça fait 40 ans en plus, voilà. 78. Oubliez Bastia Eindhoven, mais t'as pas honte? Ils ont perdu. Quoi? Non mais c'est magnifique. Et puis l'épopée de Bastia, avec Claude Papy, Crimo, Orlanducci. Non, arrête, pas ça. Pas ça, pas toi. Non, pas ça, pas maintenant. Après tout ce que tu as fait. On a le souvenir évidemment de Munich en 93, c'était il y a 25 ans donc pour l'Olympique. 25 ans, c'est fou. De Marseille. À l'époque, Marseille était très costaud, c'était quand même l'outsider du Milan AC. Et 2 ans plus tôt, c'était l'inverse, puisque c'était l'Étoile Rouge qui était outsider face à l'OM. Voilà, ça a de quoi donner un peu d'espoir aux Marseillais, alors qu'on voit les plus grandes victoires de l'OM en Coupe d'Europe. Alors on en a oublié quelques-unes, évidemment, il fallait en choisir. On a eu évidemment cette finale de Munich, cette victoire face à Newcastle, qui avait donné la finale infructueuse de 2004. Vous n'avez pas mis la période tapis, des matchs contre le AC Milan. Alors voilà, on a fait des choix. On aurait pu... de Waddell au match retour de l'AC Milan avec la lumière qui coupe, les Marseillais s'en souviennent. Vous auriez été bon pour la fabriquer, cette petite... J'aurais pu, si j'étais venu, c'est ce que vous vouliez dire. Magali. Fallait venir à la réunion. Magali, quelle est l'équipe qui vous a fait le plus rêver? Équipe de club française. En Ligue des En Ligue des, comme vous dites. On appelle ça la Ligue... Entre nous, on appelle ça... attendez. Moi, je me souviens de ce but de Basile Boli. Je crois qu'il est resté là clairement dans les mémoires collectives. Et voilà, moi, c'est les années où je commençais à m'intéresser au football et où je commençais à comprendre l'enjeu des grands matchs européens. Et voilà, c'est l'année où je me suis dit, et ce but, voilà, qui délivre tout un peuple. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau moment. On va avancer bien évidemment en parlant de l'Olympique de Marseille, une saison particulière, une saison... C'était terrible cette saison, c'était les montagnes russes. Oui. Quoi, elle est terrible, c'est le parcours. Rappelez-vous après Evra, il y a beaucoup de discours qu'on avait sur ce plateau après l'affaire Patrice Evra et Guimaraes. Je suis d'accord avec vous, mais hormis Paris qui est assez rectiligne, il y a beaucoup d'équipes en France. Lyon, on pourrait dire la même chose de Lyon. C'est vrai. Mais Marseille a progressé toute l'année, à partir du mois de septembre jusqu'en septembre, c'est une maison vide avec en déballage total. On ne sait plus très bien sur quoi on va s'appuyer, avec des joueurs trop vieux, des ceci, des cela. Et à partir de là, c'est une montée rectiligne, une progression
lente et rectiligne, un très bon travail d'entraîneur. Il n'y a pas de tournant de la saison. On a du mal à trouver le tournant de la saison. Il y a plusieurs dates clés, si vous voulez, dans la saison. D'ailleurs, on va peut-être les voir. Mais c'est difficile de trouver vraiment un tournant, une dynamique. Ça a été un peu vraiment les montagnes russes. On a eu parce qu'il n'y a pas eu de descente. Le mercato, il n'y a déjà. Pas de moment où Marseille faiblit. Le mercato, avec beaucoup de doutes. Vous avez Germain, Amavi, Mandanda, Rami, Gustavo et Mitroglou qui arrivent. À l'époque, on ne sait pas que Gustavo va avoir ce niveau-là, très honnêtement. Vous avez 2 défaites, 4e et 5e journée. 6-1 à Louis II face à Monaco et 3-1 Rennes qui vient gagner au Vélodrome 3-1. Là on se dit que définitivement la saison de l'Olympique de Marseille va être un long calvaire. Vous avez l'affaire Evra, Guimarães en novembre avec le high kick. Là l'ambiance elle est vraiment délétère avec les supporters. Vous avez une grève au Vélodrome, vous avez des banderoles dans le stade, vous avez cette défaite il y a pas longtemps à Lyon avec les échauffourées, les bagarres. On se dit que Marseille a laissé passer le train. Finalement le déclic c'est peut-être Leipzig, cette victoire 5-2 face à Leipzig. Non, on peut pas dire que Leipzig c'est le déclic, il est un petit peu avant. C'est un quart de finale. C'est une course de fond, c'est un travail de fond qui est fait par Rudy Garcia. Je suis plutôt d'accord avec Philippe Doucet pour le coup. C'est un travail de fond qui est fait. Non, c'est une présentation un peu pessimiste et un peu négative parce que trois moments négatifs de la saison, c'est trop. Parce que après, honnêtement, Evra, le pire, ça a été horrible à la commanderie dans le stade. C'est Monaco. Non, mais Evra, c'est un miracle. Mais il y a beaucoup de joueurs qui citent le match c'était de Nice. le dernier caillou dans le pied, c'est Evra. Après les fameuses défaites, il se débarrasse d'Evra. En septembre, il y en a beaucoup qui citent le match de Nice qui venait après les 2 fameuses défaites, très lourde défaite. 2-0, 2-4. Voilà, exactement. Et là, il semblerait qu'il y a eu un sursaut. On peut écouter peut-être un intervenant sur l'Olympique de Marseille. Allons-y. Cette année, on est en finale. Je dis on parce que j'ai quand même joué quelques matchs de poule. Donc voilà, que vous gagnez cette finale ou que vous la perdez, j'espère que tous les supporters vont être derrière cette équipe. Parce que n'oubliez pas d'où Marseille vient. Et là, j'ai eu ce petit kick avec ce supporter marseillais, mais pour moi, je ne le qualifie pas de supporter marseillais. Parce que ce qu'il a dit, c'était inadmissible. Moi, je suis un être humain, j'ai mal réagi, mais je ne m'excuserai pas. Parce que lui, c'est pas un vrai supporter de l'OM. Qui saute pas n'est pas marseillais. Qui saute pas n'est pas marseillais. C'est drôle de vouloir participer à cette finale pour Patrice Evra. Je ne sais pas si c'est sympathique ou pas sympathique. Je sais pas si c'est Magali drôle. ou Je sais pas, je sais pas non plus. Oui, alors c'est drôle. C'est un peu navrant en fait de vouloir se réapproprier comme ça. Voilà cette finale. Moi, à sa place, je l'aurais joué low profile. Quoi. Je l'aurais pas ramené et j'aurais prié. Quoi. C'est pas le genre. Non, mais je crois que c'est vous. En fait, je crois que c'est vous qui avez raison. C'est navrant. C'est navrant. On parlait de tournant de la saison. Il y a un tournant. C'est pas le tournant essentiel, mais je veux dire le tournant de la saison, c'est quand même cette affaire Evra qui permet de faire éclore Jordan Amavi côté gauche, qui a fait une très très bonne saison. C'est aussi. Non, mais c'est une lecture intéressante. C'est ce qui serait passé. Félix. C'est ce qui était en route. Oui, mais peut-être plus tard. Il avait déjà perdu sa place, Evra. Et on savait déjà qu'il jouerait plus que les. Mais là, au moins, c'était clair. Il a un taulier dans le groupe. Il a raison. Il y avait de l'importance. Comment dire, ces anciens joueurs. S'ils ne sont plus au niveau, c'est toujours dire quand même de les virer du vestiaire. Et on l'a vu avec l'équipe de France. Vous avez raison, Pascal, la fameuse théorie du patron de vestiaire s'avère fausse quand le joueur n'a plus le niveau. Oui. Là, ça devient un handicap. Vaut mieux qu'il soit entraîneur adjoint. Exactement. Qu'il passe entraîneur adjoint, mais quand il n'a plus le niveau, quand c'est fini, il faut savoir arrêter. Parce que sinon, le pseudo-leader de vestiaire qui joue pas... Bon, on va suivre demain 2 joueurs. Et peut-être seront-ils... Alors, a priori, ils ne seront pas tous les 2 dans la liste de Didier Deschamps jeudi. Ça sera ou l'un ou l'autre. Payet et Thauvin. Oh, je sais pas. Je sais pas si c'est l'un ou l'autre. Pour moi, c'est plutôt Payet ou Fekir, par exemple. Oui, c'est ce que je dis, oui. Ah oui, Payet ou Fekir, d'accord. Oui. Ah, mais c'est-à-dire que c'est Payet pas le même poste, ou Fekir, oui. Non, j'ai compris. Mais ça sera l'un ou l'autre. Pour tout vous dire. Mais voyons. Des enfants maintenant. Vous avez Didier au téléphone en tout cas, demain, c'est maintenant ou jamais, et pour l'un et pour l'autre. Non, mais ça serait étonnant. Vous pensez, les deux sont pas. Même si c'est pas le même pas, je comprends ce que vous voulez dire. C'est pas l'un à la place de l'autre. Mais ça serait étonnant, comme il y a des incertitudes sur les deux, ça serait étonnant que les deux. Il y a un mois. Il y a un mois ou 2 mois ou 10 mois, dire que et Payet et Thauvin seraient dans la liste.
Je suis d'accord avec vous, ça pourrait surprendre, ça aurait pu surprendre. Aujourd'hui, ça ne me paraît pas impossible. Je dis pas que c'est la probabilité numéro 1. Bon. Mais c'est pas impossible. Je me suis bien rattrapé. Non, c'était très bien. Le numéro de haute voltige, à l'œil nu, c'était impressionnant. Voilà. Bon, allez-y. Bon, les deux joueurs. Dimitri Payet, en tout cas, c'est son 46e match. Ce sera son 46e match à l'Olympique de Marseille. Pour l'ancien Nantais, l'ancien Stéphanois. Alors, il est arrivé, on le rappelle, 30 millions d'euros à l'hiver 2017 pour l'arracher à West Ham. C'est l'investissement le plus conséquent de l'OM Champions Project de l'Américain Frank McCourt. Il a répondu présent, Dimitri Payet, avec le talent qu'on lui connaît, par intermittence, mais surtout, ce que les supporters ont pointé assez régulièrement, c'est son incapacité à se sublimer dans les grands matchs. Et là, il a 31 ans, Dimitri Payet. On peut parler peut-être... Sauf avec l'équipe de France, quand même. Sauf avec l'équipe de France, bien sûr. Donc, je parle de l'Olympique de Marseille. Et là, à 31 ans... Et il a été bon contre Leipzig aussi. Si vous me laissez finir une phrase aussi, voilà. Il a été bon contre Leipzig, c'était un déclic. C'était Leipzig, certes, l'ancien deuxième du championnat d'Allemagne. C'était une grosse opposition. Là, il est face à l'Atlético, en France, à 31 ans. On peut parler de points culminants de sa carrière pour Dimitri Payet. Écoutons Payet. Carrière de club. On ouvre... Écoutons Payet et ouvrons le débat. J'arrive en forme, on va dire, depuis le début de l'année civile. Après, il n'y a rien à changer à part que j'ai mes blessures et mes pépins physiques qui m'ont laissé tranquille. Donc forcément, quand on est mieux physiquement et qu'on est à 100% sur le terrain, on peut s'exprimer de façon plus libéré, plus naturel, et c'est ce qui fait que voilà, j'ai retrouvé mon niveau que j'avais avant. Gali Munoz est avec nous. Je rappelle qu'elle est présidente du CA Paris, qui est un club du 14e arrondissement et qu'elle nous visite régulièrement désormais. Payet, c'est un joueur qui divise. Vous faites partie des pro-Payet ou de ceux qui ont des réticences? Moi, je regarde les résultats, c'est juste ce qui m'importe. Et quand je vois qu'il en a, je me dis qu'il est utile à l'équipe, il est utile au groupe, et il est utile au club. Donc après, voilà, il y aura une sorte de match dans le match. Et j'espère juste que ça va les amener à se tirer l'un l'autre vers le haut et que ça ne va pas les inhiber. C'est juste ce que j'espère. Un joueur irrégulier, donc c'est logique. Il a toujours été irrégulier tout au long de sa carrière. C'est vrai, c'est finalement le bon qualificatif. Capable d'être au très haut niveau, parce qu'il est, moi, ce que je vois depuis mars, depuis le match de Bilbao, je mettrai avant Leipzig, puis le match de Bilbao, c'est un Payet de niveau international, un joueur qui peut jouer la Coupe du Monde, qui peut jouer peut-être pas titulaire en équipe de France, pas toujours titulaire, mais souvent titulaire, et capable de... Et à côté de ça, il y a des moments où il est beaucoup moins bon. Non, mais sa saison est irrégulière. Par exemple, il a été très mauvais en première partie de saison. Oui, il n'était pas là. Et en gros, depuis 2018, il est plutôt performant. Ouais. Même voire très performant. Les 2 derniers mois, il est même très très bon. Dommage qu'il ait eu là un petit pépin quand même derrière la cuisse. Oui. Parce qu'à Guingamp, il n'a pas joué à Guingamp. Un petit mystère peut-être. Il a eu un pépin jeudi, donc la veille de Guingamp à l'entraînement. Et bon, il est rétabli. Il est en état de jouer. Mais... on espère. Quand on dit qu'il joue gros sur la finale, il joue peut-être plus gros au niveau de la santé physique, à ne pas être blessé, que sur la capacité de gagner ce match, qui va être difficile, évidemment. Dominique Cordier. Je me range plutôt dans les pro-Payet, surtout sur ce qu'il montre en 2018. Si Marseille n'avait pas été en finale demain, on serait d'ailleurs en train de discuter de la liste de Didier Deschamps, puisqu'il devait la rendre publique ce soir. Il a décalé de 48 heures à cause... Grâce à Payet. À cause du match, grâce à Payet et à ses coéquipiers. Et voilà, je crois qu'il a toute sa place dans... Alors, est-ce que ce match peut changer la liste d'ailleurs de Didier Deschamps? Non. Non, Mais non. Vous en avez 4 des potentiels dans la liste de stars. Ça peut changer quelque chose si par exemple il y a un blessé. Voilà. Mais Didier Deschamps n'attend pas une finale de Coupe d'Europe. Félix. C'est-à-dire que Dimitri Payet a inscrit un doublé qui permet à l'OM de gagner cette Europa League. Deschamps n'avait pas peut-être prévu de le prendre là-bas. Vous pensez pas que ça change un petit peu sa réflexion mais il est peut-être déjà dans la liste. Peut-être déjà, non, mais s'il l'est pas, vous voyez ce que je veux dire. Après, vous allez peut-être dire c'est grâce au début, mais il est peut-être déjà dans la liste. Adil Rami, Laurent Koscielny n'est pas là. Adil Rami tient l'accord pour le remplacer à l'équipe de France. La prestation d'Adil Rami est importante. Écoutez, d'abord, je ne suis pas dans la tête de Didier Deschamps, mais je n'imagine pas Didier Deschamps attendre le dernier match. La dernière minute. Savoir s'il y a le trophée ou pas, sinon je l'aurais. Qui y prend. C'est pas. Pascal. Comment dire Si Rami est très mauvais, qui prend un bouillon incroyable contre Diego Costa pendant tout le match, vous pensez que Didier Deschamps, ça va pas changer sa réflexion par rapport au remplacement de Koscielny? C'est un très bon exemple, et la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il va prendre Rami, même s'il voit que physiquement, peut-être, il est à court de forme. Je pense qu'un match ne change rien.
C'est-à-dire que tu juges pas. D'ailleurs, ça peut changer. Une victoire demain peut changer quand même le mental, l'état psychologique d'un joueur. Avoir sur une compétition, avoir sur une Coupe du Monde quelques joueurs qui sont sur un nuage, qui sont sur une période où on a l'impression que tout va bien pour eux, ça peut servir. Mais juger, c'est pas demain que Didier Deschamps va découvrir les qualités ou les défauts, les lacunes des joueurs. On va parler de l'essentiel des choix est fait, évidemment. Et c'est pas l'essentiel, la liste elle est faite. Oui. Ça va plus loin. Elle est faite. Si le 15 mai c'est pas fait, c'est comme la veille du bac, les révisions elles sont faites. Et Didier Deschamps il a donné une interview il y a quelques mois où il expliquait comment il faisait la liste, Pascal. Et pourtant vous révisiez jusqu'à la dernière seconde, Pascal. Il a expliqué Didier Deschamps comment il construisait sa liste. Il a dit moi je pose une équipe. En interview, je pose une équipe, je mets des cases, je mets 5-6 noms par case, ensuite je raye des noms jusqu'à ce que j'ai que 2 noms par case et que tous les postes soient doublés. Dans cette réflexion là, une finale de Coupe d'Europe un peu scolaire. Qui sont susceptibles dans la liste. Excusez-moi. Il y a des noms qui peuvent être barrés ou dérayés, vous voyez, sur une finale de Coupe d'Europe. Vous avez peut-être raison. Et par définition, on ne peut pas le savoir. D'accord. C'est un Parce bon que débat. si on pose la question à Didier Deschamps, et elle sera posée, j'imagine, jeudi, est-ce que vous avez choisi en fonction du match de l'équipe de Marseille? Il va dire non. Il va dire non. J'avais prévu bien avant. Donc, voilà. Je le connais, Didier. Très bon. Déjà, le journaliste. Je peux faire. Toutes les conférences de presse de Deschamps, on peut les faire. Mais il a raison. Il protège son équipe de France. Il en dit le moins possible. C'est hélas la communication d'aujourd'hui. Il protège ses choix aussi. Jamais il dira j'ai choisi le soir de la finale. Oui. Pourquoi vous avez coupé vos cheveux c'est un talisman pour demain soir? C'est pour avoir l'afflux. Et puis parce qu'il fait chaud. D'accord. Il faisait pas très chaud en France. Entraînement de l'Atlético avec vous, on commande. Vous allez nous dire si l'Atlético est en forme actuellement. Les colchoneros qui eux aussi sont. Colchoneros, ça veut dire les matelassiers. Très bien. C'est un rapport aux rayures sur le maillot. Oui, bien sûr. Couleur des matelas à l'époque. À l'époque, les matelas étaient de cette couleur-là. Exactement. Parce que les maillots n'ont pas été découpés dans les matelas. Une info dont tout le monde. Non, mais par contre, Doucet va nous en parler pour c'est passionnant. Propriétaire n'était pas ça date de 1913. C'est ça qui est passionnant, cette capacité à donner des informations. Lisez sur Wikipédia, c'est génial. Les couleurs des clubs. Oui. Et on apprend, je ne sais pas, par exemple, que l'Atlético, peut-être que c'est Stoke City qui leur a envoyé un maillot en 1911. Alors à l'époque, ils jouaient en bleu. Finalement, ils ont pris ce maillot-là. Et puis voilà. C'est extraordinaire. Allez-y, parce que là, on a perdu Philippe Doucet. Sur la pelouse du Parc OL, elle est donc les Colchoneros. Alors c'est la 9e, Juan José l'a justement rappelé tout à l'heure, la 9e finale européenne de l'Atlético. C'est la 2e à Lyon, vous l'avez dit, ils avaient perdu contre le Dynamo Kiev. Et l'Atlético, si vous voulez, avant l'arrivée de Diego Simeone, c'était en 2010. Un peu plus tard. Il était déjà en 2012. Cette réputation, vous n'avez pas lu Wikipédia. Cette réputation, si vous voulez, de club qui avait un peu, pour parler trivialement, qui avait un peu la loose. C'est-à-dire le club qui perdait en finale. L'Atlético, c'était vraiment ça, un petit peu comme le Paris Saint-Germain d'ailleurs à une certaine époque. C'est-à-dire c'était des clubs. Non, l'Atlético, c'est l'OM. On va regarder l'histoire. de l'Atlético. Non mais là c'est Juan Rosé. Attendez. Juan Rosé là pour ça. Appliquez pas le travail de Juan Rosé. C'est vrai que c'était la loose ou pas? Avant Simeone. Écoutez, le premier titre de l'Atlético c'est en 62. Et depuis, il n'a rien gagné, puisqu'en 63, vous l'avez rappelé, ils ont perdu la C2 à l'époque. En Coupe d'Europe. Ils ont perdu en 86. Ils ont perdu les 3 finales qu'ils ont jouées au Champions League. Donc c'est vrai, c'est une équipe que jusqu'à 2010, où ils recommencent à gagner, c'est l'Europa League, et 2012, où ils recommencent à gagner avec l'Europa League à nouveau, c'est vrai, c'est une équipe qui était arrivée à des finales, mais qui les avait perdues. La compo posée, et on se souvient quand on était gosse de cette fameuse finale en 74, où ils mènent 1-0 jusqu'à la 120e minute, et c'est le Bayern qui égalise par Schwarzenbeck. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est et il y a eu un match d'appui. Idem Real. Idem en 2014 avec Ramos, 94e. Bon, écoutons Garcia. Écoutons Garcia, Rudy, de son prénom, sur l'Atlético Madrid. Je pense que l'Atlético, c'est une équipe très très solide parce que c'est déjà la meilleure défense du championnat d'Espagne, mais c'est aussi une équipe avec de formidables joueurs offensifs. Et Diego Costa et Antoine Griezmann, qu'on connaît bien en France, en sont les 2 exemples les plus voyants. Il y a beaucoup de respect de notre part vis-à-vis de l'Atlético, qui est un grand d'Espagne. Ils ont plus d'expérience, mais
peut-être que voilà, notre salut demain, c'est le fait que tout se joue sur un match. Et l'OM en a 12. Bon, la compo de l'Atlético, est-ce que nous l'avons? Là, la compo probable de l'Atlético, vous allez voir, c'est très rugueux derrière avec cette charnière uruguayenne. Même les noms comme on ne dit pas. Diego Godin, Jiménez. Alors là, je m'entraîne Versalichko, je crois qu'on dit comme ça. C'est le Croate qui a été exclu. C'est pas comme ça qu'on dit? Tout à fait. C'est comme ça qu'on dit? Oui, mais même moi, je. Voilà, Philippe Luis qui sera le vis-à-vis de Florian Thauvin. Philippe Luis qui est donc arrière gauche, le Brésilien. Thomas Partey. C'est pas sûr que ce soit lui. S'il y a un doute, c'est lui. Bon, s'il y a un doute, c'est lui. Ça peut être le français. Lucas Hernandez. Donc Partey en sentinelle, Saúl Ñíguez, Koké, Gabi, très technique, mais également très physique. Et puis évidemment, ce duel qui fait peur et qui donne des cauchemars à Rudy Garcia, Griezmann, Diego Costa en pointe de l'attaque. C'est quand même une compo assez particulière puisque vous avez en défense 2 joueurs qui reviennent de blessures. Donc il y a Jiménez qui revient de blessures et Felipe Luis. Effectivement, on dit que Lucas Hernandez pourrait jouer. Mais pour l'instant, c'est Felipe Luis qui a joué le week-end dernier quelques minutes et qui a fait quand même un match assez intéressant qui pourrait effectivement être sur le côté gauche de la défense. C'est une finale et Abidal, l'ancien défenseur de l'équipe de France, en parle bien. Ah, nous n'avons pas Eric Abidal. En revanche, on peut voir l'Atlético et les grandes informations de cette équipe. Oui, voilà, l'Atlético. Alors, l'effectif de Diego Simeone est au complet. C'est-à-dire qu'il peut compter sur absolument tous ses joueurs, même s'il y a quelques joueurs qui reviennent de blessures. Alors, moi, c'est une question que j'aimerais vous poser. Est-ce que Diego Simeone, c'est le genre à hésiter et à se demander quel défenseur il va mettre en face de Florian Thauvin, ou est-ce qu'il s'appuie sur sa philosophie de jeu, comme pas mal d'équipes espagnoles, et qui ne tient pas compte, finalement, des armes de l'adversaire? Non, c'est la philosophie de l'Atlético qu'il va imposer. Voilà. Donc c'est pour ça que, a priori, c'est Felipe Luis qui pourrait jouer parce que toute sa récupération a été faite pour qu'il puisse être jouer lors de la finale. Mais l'équipe n'est pas au complète. Il manque quand même quelqu'un. Diego Simeone ne sera pas sur le banc de. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, et Rudy il Garcia sera sur les gradins. Mais oui. C'est son souci, entre guillemets. Ah oui. Et le Mono Burgos qui sera assis sur les bancs de touche, puisque vous savez et que ça Simeone, peut changer les choses. Ça peut changer les choses, raison, même si parce qu'il est très actif. Oui, mais même si Simeone dit que le match se prépare avant. Oui, et qu'il va le préparer avant. Non, mais Arsenal, vous avez raison. L'effet inverse, c'est un peu transcender les joueurs de l'Atlético qui avait même avaient fait le résultat. Je pense qu'un entraîneur aussi actif, je pense que ça gêne les joueurs plutôt. Mais la confiance. C'est perturbant. À mon avis, c'est perturbant. Parfois, c'est très bien quand il faut réveiller une équipe, mais à mon avis, de temps en temps, un entraîneur qui s'agite comme ça, je crois que les joueurs doivent le prendre pour un fou. C'est l'ancien joueur professionnel qui parle en vous. Oui. Moi, ça me gênait beaucoup. Voilà. Les confrontations. Mais j'étais facile à perturber. Ça arrivait que 2 fois. C'était un match aller-retour. C'était en Ligue des Champions. C'était en 2008. On avait eu un nul 0-0 au Vélodrome et une victoire de l'Atlético 2-1 à l'époque au Vicente Calderón. Mais surtout, ce dont on se rappelle, c'était ces violents incidents pour le match au Calderón. On se rappelle de ce supporter marseillais, Santos Mirasierra, qui a été condamné à 3 ans et demi de prison en Espagne. On avait pointé l'attitude un petit peu étonnante de la police espagnole sur la gestion de ces débordements du côté du Calderón. En tout cas, le contentieux entre certaines franges d'extrême droite d'une certaine partie du public de l'Atlético et les supporters actifs marseillais font craindre quelques débordements dans la ville de Lyon et autour du stade. On espère qu'il n'en sera rien. Est-ce que vous y croyez, Magali Munoz? Est-ce que je crois au débordement ou à la victoire de Marseille? À la victoire. Eh bien oui, quelque part, vraiment, je pense que j'y crois et que je l'espère quelque part aussi. Je me dis que c'est le foot français qui doit en sortir vainqueur. Parce que quelque part, par ruissellement, c'est le foot amateur aussi qui en sort vainqueur. On va se terminer sur la sécurité. On va écouter le préfet, parce que même en Espagne, d'ailleurs, on parle de la sécurité. Hein. Un petit peu sur le quotidien AS qui en parle. Alors, il fait pas sa une là-dessus, mais regardez, vous avez un petit encart en bas à gauche, c'est le peligro de Marsella, c'est-à-dire le danger de Marseille, même si le match, évidemment, est à Lyon. Le quotidien AS, qui, dans son rôle de presse madrilène, si vous voulez, pointe un peu les nombreux débordements dont ont fait sujet les supporters de l'Olympique de Marseille. Il n'y a que 40 stadiers de l'Atlético qui sont sur place, alors qu'il y en a plus de 1000, plus de 200 pardon, il me semble, pour l'Olympique de Marseille. C'est assez étonnant finalement. Le préfet de Lyon qu'on va écouter, parce que demain c'est une sécurité XXL, c'est plus que pour un match du dernier championnat d'Europe. Ouais. Exactement. 1250 policiers, gendarmes, CRS, qui seront donc impliqués tout au long de la journée, sans compter évidemment la police municipale de Lyon et celle de Dessines.
C'est un effectif qui est exceptionnel par rapport à ce que nous avons eu, puisque c'est 2 fois plus que ce qui était prévu pour un match de l'Euro 2016. Courdier, est-ce que vous y croyez aussi à une victoire possible de l'OM? Un petit peu, je l'espère beaucoup et j'y crois modérément. Mais je l'espère très fort. Et comment peut se passer le scénario idéal pour les Marseillais? Le scénario idéal, eh bien, c'est une frappe de Payet du même ordre que celle qu'il avait placée contre Leipzig. Et ensuite, il faut mener au score. Il va falloir attendre. Voilà. Oui. Il faut mener au score contre l'Atlético. Il faut mener au score. Alors, est-ce qu'il faut démarrer fort? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut jouer démarrer à 0-0 fond à la et ensuite mi-temps? accélérer. Comme allez-y. Vous commencez par accélérer. Deuxième chose. Non, mais surtout accélérer. pas être mené au score. Comme Federer. Il faut jouer à 2000 à l'heure et sur les lignes. C'est pas compliqué. Surtout que dites-vous, Félix? Surtout pas être mené au score contre l'Atlético. Oui. Moi, je pense que l'OM va s'imposer parce que Philippe Doucet, le veuille ou non, l'Atlético est un club maudit et c'est ça qui fait son charme. Et je pense qu'ils vont une nouvelle fois échouer. Ça c'est intéressant, club maudit. Maudit, vous serez tous maudits jusqu'à la 12e génération. Vous avez lancé cet anathème tel Jacques de Molay il y a plusieurs années. C'était Jacques de Molay, les Templiers. Maudits, vous serez tous maudits. Les rois maudits. Enfin bon, bref, c'est fini. Merci Magali Munoz. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci également à Elliot Deval qui était avec nous en régie. Elliot, évidemment, qui ne m'a pas... voilà, Elliot, je remercie. Merci à Dominique Courdier. Merci à Juan Rosé Dorado, Philippe Doucet. L'info va se poursuivre. Félix, on vous voit ce soir. Et demain, journée spéciale. Merci à tous. L'info se poursuit sur CNews.